Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Donc ici, vous avez une partie de l'auditoire qui est à la Cour des comptes. On a le plaisir d'accueillir Madame Bonnert de l'INSP et nous avons une autre partie qui est toujours au Conseil d'État. Donc je vais laisser Bonjour. Cécile se présenter, ainsi que les équipes. Voilà. Je vous passe tout de suite la parole, Madame Bonnert, pour nous indiquer un peu le déroulement du webinaire, comment on a prévu les choses. Oui, effectivement, très brièvement. Donc, sachez que une présentation vous sera proposée d'abord par le Conseil d'État, ensuite par la Cour des comptes. J'invite les personnes qui prendront la parole à ce moment-là à se présenter au gré des prises de parole. Et puis ensuite, on passera très rapidement sur un échange de questions-réponses. Et à ce titre, je vous invite à poser vos questions uniquement via le chat. Ces questions seront relayées et chacun, donc à la fois nos témoins, Madame Vollerin, Madame Dame seront amenés à répondre. Donc je les invite peut-être à lever la main pour qu'on puisse ordonner les prises de parole. Très brièvement également, un rappel sur ce dispositif qui a été initié donc c'est une nouvelle procédure de recrutement qui a été initiée par l'article 9 de l'ordonnance du 2 juin 2021, précisée par un décret du 6 décembre 2022 et par un arrêté extrêmement descriptif du 9 août 2023. Donc, cette nouvelle procédure de recrutement est ouverte au titre de 2024 et offre deux postes de conseiller référendaire en service extraordinaire et deux postes de maître des requêtes en service extraordinaire, donc au titre de l'année 2024, avec une prise de poste qui est souhaitée au 1er avril prochain. Donc les inscriptions ont d'ores et déjà débuté. Nous sommes à mi-chemin. Elles seront clôturées le 15 novembre prochain à 18 heures et la procédure d'inscription est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site de l'INSP et puis d'actionner un lien qui vous permettra de créer un compte et de remplir un dossier de candidature. Ce dossier de candidature devra nous être retourné et lui seul par voie postale, comme c'est indiqué sur la procédure. En revanche, toutes les pièces justificatives qui composeront votre dossier seront simplement à télécharger sans avoir besoin de nous les transmettre de façon matérielle, de façon postale. Donc, au-delà de la clôture des inscriptions, nous engagerons très rapidement un travail de vérification des conditions d'éligibilité pour que puisse être soumise à l'ensemble du jury qui est sur le point d'être finalisé. Un arrêté va être publié très prochainement avec la composition du jury. Et bien, ce jury, dont la composition est détaillée dans le décret, le décret du 6 août 2022, pardon, du 6 décembre 2022. Donc, ce jury procédera à ce qu'on appelle une admissibilité sur dossier, c'est-à-dire qu'à ce stade, il n'y a pas d'audition, il n'y a pas d'épreuve, c'est l'examen du dossier qui détermine la liste des candidats admissibles. Donc, à ce stade, nous serons à peu près dans la première quinzaine de décembre avec une publication de la liste d'admissibilité encore cette année et donc une invitation aux candidats admissibles à se présenter à un oral que nous projetons d'organiser en janvier, février de l'année prochaine, selon des modalités qui restent à préciser, notamment au regard de l'étude de dossier qui est prévue au stade de l'admission. Et donc, naturellement, tous les candidats admissibles auront accès à l'ensemble à l'ensemble des détails. Peut-être une précision sur le dossier. Voilà la composition du dossier de façon plus détaillée. Donc, outre le formulaire de candidature que j'évoquais tout à l'heure, il faudra rédiger une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé qui sera accompagné d'un état des services. Il est également demandé un rapport d'analyse d'une réalisation professionnelle et un organigramme sur lequel il sera organigramme fonctionnel sur lequel il sera possible de repérer le candidat dans son actuelle structure.
Donc, encore une fois, faites attention à la date du 15 novembre. Le lien sur le site de l'INSP sera inaccessible à partir de 18 heures ce 15 novembre. Donc, pensez à bien clôturer votre inscription. Peut-être une précision sur l'audition également, parce que par rapport aux voies classiques de recrutement des CRSE et des maîtres de requête en service extraordinaire, il y a une nouveauté qui est introduite, c'est le C'est dossier. l'étude du dossier, effectivement. Donc, un dossier sera proposé au candidat. Il fera l'objet d'un temps de préparation avant l'audition du candidat par le jury dans un délai qui reste également à préciser. Donc, tant la nature du dossier que le temps réservé à l'audition du candidat à ce stade de l'épreuve d'admission seront précisés à l'ensemble des candidats admissibles au moment où paraîtra la liste d'admissibilité. Simplement, peut-être pour préciser les choses, l'objectif de ce dossier est plutôt d'être un dossier de mise en situation avec la possibilité d'avoir soit un dossier qui est plutôt, j'ai envie de dire, orienté Conseil d'État ou plutôt orienté Cour des comptes, ce qui va permettre également, finalement, de nous permettre enfin, de permettre au jury de voir un peu quelle est la motivation des candidats pour rejoindre telle ou telle institution, puisque vous avez vu le caractère un peu hybride de cette nouvelle procédure, puisque la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'INSP au bénéfice de deux institutions que sont le Conseil d'État et la Cour des comptes. Donc c'est également le choix finalement du dossier qui sera retenu qui va permettre aussi au jury d'être sensibilisé sur, en tout cas, le souhait initial du candidat ou de la candidate à rejoindre telle ou telle institution. Et l'exposé, en tout cas l'audition qui devra suivre, bien sûr, devra être déterminée en liaison avec le jury qui va être prochainement, dont la composition totale va être prochainement publiée. Mais l'idée, c'était vraiment d'être sur quelque chose qui est très entretien de personnalité, hein. Pas du tout, c'est pas du tout un question pour un champion ou un quiz. On est vraiment dans le sujet entretien de personnalité, comme on peut l'avoir dans la plupart des recrutements qui sont maintenant notre fait, notre quotidien depuis la réforme de l'ordonnance la haute fonction publique. Et puis, c'est ce qui nous permet quand même de déterminer, comment dirais-je, l'adéquation du profil et des compétences de chacun des candidats par rapport à l'institution. Voilà. Un dernier mot sur la liste d'admission. Oui. La liste d'admission, alors sachez qu'au niveau du dossier de candidature, il est demandé au candidat d'ordonner par ordre de préférence en un ou en deux, Conseil d'État, Cour des comptes. Ce premier choix, ce premier avis ne vous engage d'aucune façon. Et c'est ensuite la liste d'admission qui sera dressée par ordre de mérite, qui permettra aux candidats, par ordre de mérite, d'énoncer leur choix. Et les candidats auront 48 heures pour se faire à partir du moment où la liste sera publiée. Donc voilà, la deuxième personne lauréate, donc au rang 2, sera interrogée ensuite et ainsi de suite jusqu'à ce que l'ensemble des postes soient pourvus. Et la liste complémentaire sera désactivée au moment où l'ensemble des postes seront pourvus. Donc, les nominations sont prononcées selon l'emploi choisi, donc par le vice-président du Conseil d'État ou par le premier président de la Cour des comptes, naturellement. Voilà. Je propose qu'on passe du coup la parole au Conseil d'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux pour la présentation exhaustive de cette nouvelle procédure de recrutement. Donc, je suis Cécile Vollerin, secrétaire générale adjointe en charge de la gestion du Conseil d'État. Auparavant, je m'inscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit par Armel Dam sur la procédure de recrutement qui a vraiment été conçue de manière très collaborative avec l'INSP, la Cour des comptes et le Conseil d'État. On se doute bien qu'au stade où vous en êtes dans votre carrière, vous avez quand même une appétence plus marquée pour les fonctions exercées à la Cour des comptes ou les fonctions exercées au Conseil d'État. Et l'idée, c'est aussi qu'à travers les échanges que vous pourrez avoir avec le jury, de pouvoir préciser les raisons qui vous conduisent davantage vers la Cour ou davantage vers le Conseil. À mes côtés, cet après-midi, Alexandre Trémolière, qui est maître des requêtes en service extraordinaire depuis 2022, auparavant adjoint à la sous-direction de la législation, au sous-directeur de la législation de l'habitat et des organismes de logement social au ministère de la Transition écologique, et
et Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire depuis mai 2023, précédemment sous-directrice des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail à la Direction générale du travail. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir. Je vous souhaite la bienvenue, même si c'est virtuellement, au Conseil d'État. Peut-être simplement dans le cadre de cet échange, on va échanger une vingtaine de minutes. Je vais vous présenter un petit peu les attendus pour venir ici candidater au Conseil d'État en tant que maître des requêtes en service extraordinaire par la voie action publique. Un temps d'échange assez libre pour Alexandre et Amel qui pourront vous présenter vos fonctions. L'idée, c'est qu'ensuite, on redonne la parole à la Cour des comptes et puis à la fin de ces échanges, il y a un temps de questions-réponses. Mais je peux aussi, bien sûr, prendre les questions au fil de l'eau, comme vous préférez. Donc, comme ça a été précisé en introduction, c'est la première année de ce nouveau recrutement des maîtres des requêtes et conseillers référendaires en service extraordinaire par la voie action publique. Le profil que nous recherchons est un profil assez senior à partir de 8 ans de service effectif, de service public effectif en qualité d'administrateur de l'État ou encore au cadre d'emploi comparable dans la fonction publique d'État, fonction publique territoriale, hospitalière, magistrat judiciaire, par exemple. Un point qui est très important, c'est que cette procédure de recrutement des maîtres de requête en service extraordinaire voie action publique ne se substitue pas à la voie classique de recrutement des maîtres des requêtes en service extraordinaire. Au Conseil d'État, nous en recrutons 6 à 7 par an. C'est un recrutement interne qui se fait plutôt à partir du mois de mars pour une arrivée autour du mois de mai. En tout cas, ce recrutement perdure, mais les profils recherchés sont des profils un petit peu moins seniors que pour cette nouvelle voie, maître des requêtes en service extraordinaire, voie action publique. Donc, comme je le disais, à partir 8 ans après la sortie de l'école en catégorie A+, il y a une différence majeure par rapport aux maîtres des requêtes en service extraordinaire classique, c'est que la procédure de détachement est également pour 4 ans, comme c'est prévu par le Code de justice administrative à l'article R133-10, mais les possibilités d'intégration se font à partir de 18 mois de service effectif en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire contre 4 ans pour les maîtres des requêtes classiques. L'idée, c'est vraiment de s'approprier pleinement et participer pleinement à l'objectif de la réforme de la haute fonction publique. Nous avons toujours accueilli au sein du Conseil d'État des profils extrêmement variés tout au long de la carrière, de l'auditorat au Conseil d'État en service extraordinaire. Et là, l'idée, c'est vraiment de s'inscrire pleinement dans l'objectif de cette réforme, de donner des opportunités à des profils peut-être un peu trop seniors pour que la procédure maître des requêtes en service extraordinaire traditionnel leur soit intéressante pour eux, pardon, et peut-être encore un peu jeunes dans les fonctions pour pouvoir prétendre à intégrer en tant que conseiller d'État. Donc vraiment, c'est un recrutement intermédiaire et dans lequel on s'inscrit pleinement et on est très heureux de pouvoir le mettre en œuvre cette année. Donc, comme je le disais, les candidats retenus pourront être intégrés sur proposition de la commission d'intégration, qui est aussi une création de la réforme de la haute fonction publique, qui donne un avis sur l'intégration de l'ensemble des membres du Conseil d'État désormais, et notamment donc, pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire, voie action publique. Pour les profils qui sont recherchés, donc les profils, je vous l'ai dit, sont des profils expérimentés, des experts de l'action publique qui ont à la fois une vision large d'une politique publique et qui ont développé vraiment une expertise dans un de ces champs. Nous recherchons des profils très variés, puisque le Conseil d'État, comme maison du service public, a à connaître de l'ensemble des politiques publiques présentes. Donc, vous pouvez vraiment être spécialiste de fiscalité, de logement, d'éducation, d'environnement. L'idée, c'est vraiment de venir contribuer à l'expertise présente au sein du Conseil d'État pour lui permettre d'exercer au mieux sa double fonction de juge de l'action administrative et de conseiller du gouvernement.
Nous recherchons bien sûr, évidemment, nous espérons que le jury qui va euh, s'entretenir avec vous si vous êtes admissible va rechercher aussi une appétence pour le droit administratif et sans doute aussi une familiarité. Sans forcément être expert, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une expérience confirmée en d'âge pour pouvoir prétendre à intégrer le Conseil d'État comme maître des requêtes en service extraordinaire. Cependant, il faut quand même pouvoir manifester un intérêt confirmé dans ce domaine parce que le droit, on en fait toute la journée ici et vous seriez malheureux si vous n'aimiez pas ça. Mais ce qu'on va rechercher, en tout cas pour nous, ce qui est le plus important, c'est vraiment d'aller voir chez les candidats le potentiel, pour un candidat d'être capable d'apprendre très rapidement les fonctions de rapporteur, à la fois en section du contentieux, donc être juge, et également en section administrative. Et je laisserai mes collègues dans un instant vous parler de ce qu'on fait concrètement au Conseil d'État. Bien sûr aussi d'avoir vraiment intégré et vivre les exigences déontologiques qui sont associées à nos fonctions, qui sont très fortes. Nous allons rechercher aussi, nous sommes très, très soucieux de la capacité qui peut être présente, exprimée par les candidats d'une capacité à décider de manière collégiale, car c'est vraiment l'essence de la manière dont au Conseil d'État nous prenons nos décisions et nous rendons nos avis. Et enfin, puisque ces candidats ont pour au moins l'un d'entre eux vocation à intégrer le corps des membres du Conseil d'État, une capacité à se projeter dans des fonctions à haute responsabilité dans la fonction publique, dans tout type d'action, en direction de l'administration centrale par exemple, et de pouvoir vraiment faire vivre ce qui fait l'essence de notre corps, c'est-à-dire des carrières en aller-retour. Pour être un bon juge de l'administration, on considère qu'il faut avoir administré. Et pour être un bon administrateur, on trouve que c'est aussi très intéressant d'avoir été juge. Voilà, pour terminer, avant de passer la parole, je rappellerai simplement que le maître des requêtes en service extraordinaire, qu'il arrive par la voie traditionnelle ou par la voie action publique, arrive d'abord pour une durée de 9 mois en tant que rapporteur exclusivement à la section du contentieux pour apprendre le métier. Il est affecté dans une des 10 chambres de la section du contentieux. Et au bout de 9 mois, il passe en double affectation. C'est aussi une identité très forte de la maison. Il passe en section administrative. Et Alexandre pourra dans un instant vous en parler. Un dernier point pour vous dire qu'un maître des requêtes est un maître des requêtes, qu'il soit un service extraordinaire ou qu'il soit simplement ordinaire. Et donc, les mêmes fonctions et les mêmes droits et la même formation s'appliquent à des personnes en détachement ou intégrant dans le corps. Et j'ose espérer que mes deux collègues ne me contrediront pas sur ce point. Ils sont pleinement intégrés à la vie de la maison et au corps pendant toute la durée de leur détachement. C'est pour nous un double enrichissement. Comme je l'ai dit, ils apportent une compétence et une expertise très précieuse pour la maison. Et ensuite, qu'ils aient vocation à être intégrés au sein du Conseil d'État ou à retourner dans leur administration, ils vont aussi exporter les compétences qu'ils ont acquises pendant leurs 4 années ici au Conseil dans une logique vraiment voilà, d'investissement mutuel et d'enrichissement mutuel très précieuse pour nous. J'espère ne pas avoir été trop longue. Je vais peut-être poser d'abord une question à Amel qui est arrivée il y a assez peu de temps. Peut-être deux questions. La première, quelles sont tes fonctions actuellement, si tu peux en quelques minutes nous raconter ce que tu fais à la section du contentieux, et puis peut-être un petit rapport d'étonnement sur tes premiers mois ici. Merci Cécile et bonjour à tous. Donc effectivement, moi j'ai rejoint le Conseil d'État en mai dernier. J'avais déjà un certain parcours derrière moi puisque j'avais été notamment sous-directrice au ministère du Travail et dans mes fonctions actuelles, donc qui sont pour le moment exclusivement au contentieux. Dans quelques mois, je rejoindrai une section administrative. Et ben en fait, je fais un métier complètement différent de ce que j'exerçais avant. Donc je suis juge, c'est-à-dire que je participe à une formation de jugement. Ma chambre traite de dossiers très variés qui vont de la responsabilité hospitalière à des mesures de police, en passant par des contentieux liés au logement ou à la fonction publique. Donc, c'est vraiment des domaines très variés. Le travail, concrètement, en quoi ça consiste? Ça consiste à aborder des
des dossiers qui présentent tous en fait une complexité qui est extrêmement stimulante. Moi, c'est vraiment une exigence intellectuelle que je trouve très enrichissante. Donc, c'est traiter ces dossiers. C'est un travail qui est par définition plus autonome que quand on est chef d'équipe, par exemple, en administration centrale. Néanmoins, ça n'est pas un travail solitaire. Et ça, c'est un premier point que je voudrais vraiment souligner, c'est que il y a vraiment ici une éthique de la disponibilité, de la discussion, qui fait que on n'est pas seul devant ces dossiers, devant ces questions. On peut en parler et c'est quelque chose de très enrichissant. Être juge au sein de la section du contentieux, c'est aussi participer à des séances d'instruction, à des séances de jugement, hein, évidemment, à des délibérés pour les affaires qui nous concernent. Euh, et pour utiliser une comparaison, l'ambiance dans une séance d'instruction, c'est à peu près le contraire de l'ambiance dans une rime, c'est-à-dire que on prend le temps, on peut se laisser convaincre par les autres, on peut aussi convaincre et il n'y a pas du tout de posture. L'important, c'est de dire ce qui nous semble juste et ce qui nous semble vrai par rapport au dossier. Ça, c'est vraiment aussi très stimulant. Du coup, ça recoupe un peu la question de mes points d'étonnement. Moi, je voudrais peut-être en ajouter deux. Le premier, c'est vraiment tout l'accompagnement qu'on peut avoir quand on arrive. Le Conseil d'État, c'est pas une maison où on vous dit vous allez tout de suite produire énormément sans souci de la qualité. Non, c'est pas ça du tout. Vous avez une formation qui est d'excellente qualité. Vous avez le temps, en fait, avec un objectif qui est réduit au début, en fait, pour apprendre le métier. Ça, c'est vraiment très appréciable. Il y a aussi un système de mentorat qui fonctionne très bien. Et puis, le deuxième point, c'est vraiment cette espèce de liberté qu'on a, à la fois dans les prises de position. Ça fait partie de l'exercice de la collégialité. Et puis, une liberté aussi par rapport à son temps de travail, à la façon dont on s'organise, qui est quelque chose de, voilà, pour toutes celles et ceux qui ont exercé des responsabilités parfois, enfin souvent, voire toujours accaparantes au sein des administrations. Au Conseil d'État, on a une charge de travail qui est conséquente, mais on a beaucoup de liberté pour s'organiser. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très enviable. Merci beaucoup, Amel. Je compte sur nos amis de la Cour des comptes pour me donner le signal si je dépasse le temps imparti parce que je n'ai pas du tout suivi le chronomètre. Je laisse la parole à Alexandre peut-être pour nous parler davantage après 9 mois dans les fonctions, quand on passe en double affectation, qu'est-ce qui change et est-ce que tu ressens, toi, un intérêt dans cette combinaison entre conseil au gouvernement et juge de l'administration? Merci Cécile, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, depuis 6 mois maintenant, je suis en double affectation à la section du contentieux et à la section sociale. C'est les fonctions de rapporteur en section administrative. Alors quand on a été en administration centrale, on les a déjà un peu vues de l'extérieur quand on est venu comme commissaire du gouvernement, mais c'est souvent assez mystérieux et là on les découvre de l'autre côté et on prend conscience de ce qu'est l'ampleur du travail du rapporteur dans le cheminement d'un texte, d'un projet de décret ou d'un projet de loi et l'importance du travail que ça représente. Ces fonctions de rapporteur en section administrative, elles consistent déjà à participer aux délibérations tous les mardis de la section. On est, comme l'a dit Cécile tout à l'heure, on est un membre parmi les autres de la section et on délibère au même titre que les conseillers d'État ou les présidents adjoints de la section administrative. On apporte son opinion, on apporte son point de vue, son regard sur les sujets et on apprend aussi beaucoup des autres. Et sur les fonctions de rapporteur sur un texte, la premier des objectifs, c'est de travailler avec le gouvernement en réalité, puisqu'on a certes une mission de conseiller juridique, mais pour bien conseiller le gouvernement ou le Parlement quand on est saisi de propositions de loi, il faut déjà comprendre quel est l'objectif poursuivi. Et une des principales étapes du travail de rapporteur, c'est d'abord d'échanger avec les commissaires du gouvernement pour bien comprendre ce qu'ils souhaitent, quel est l'objectif poursuivi, quels sont les outils qu'ils entendent utiliser pour essayer de calibrer au mieux le texte et ensuite travailler de concert avec eux pour parvenir à cet objectif avec un texte de qualité, sécurisé et qui pourra ensuite avancer.
Alors, par rapport aux fonctions en section du contentieux, il y a certaines similarités. D'abord, c'est une fonction sur laquelle on a besoin d'avoir un regard juridique assez complet et l'apprentissage préalable à la section du contentieux permet de se poser un certain nombre de questions, de ne pas oublier certains éléments, par exemple liés au droit international, ou faire attention à la manière dont les textes sont rédigés. Parfois, il y a toujours des subtilités dans les textes auxquelles, quand on jette un coup d'œil rapide, on ne fait pas très attention. On a appris pendant 9 mois au contentieux et on continue encore à le faire après, à faire attention à ces points-là, à regarder la manière dont la jurisprudence a pu évoluer sur la question dont on est saisi ou des questions proches. Profiter aussi, là aussi, des échanges de nos voisins de salle qui peuvent avoir participé à des textes passés, avoir été rapporteur public sur des affaires jugées au contentieux. Et on chemine ensuite avec tout ce qu'on apprend des autres, ce qu'on apprend des commissaires du gouvernement pour construire son avis, améliorer le texte et pouvoir présenter ensuite à la section un texte qu'on essaie autant que faire se peut d'améliorer pour sécuriser le gouvernement et le Parlement dans les textes qu'ils vont prendre. Donc ça a une partie de similitude qui est la manière de travailler en réalité, mais on ajoute des contacts avec l'extérieur, évidemment beaucoup plus nombreux puisqu'on est en rapport avec les commissaires du gouvernement, et puis une emprise aussi sur la réalité administrative pour bien cerner la manière dont les textes sont appliqués, les objectifs poursuivis. Donc c'est très complémentaire en réalité les deux missions. Est-ce que tu pourrais nous donner par exemple un exemple d'un texte récent sur lequel tu as eu à travailler, qui pourrait parler aux personnes qui nous écoutent? Oui, à la section sociale, on a été évidemment saisi du projet de loi de financement de la sécurité sociale au mois d'août-septembre. Dans les articles qui m'ont été affectés, j'ai eu notamment l'article sur la délivrance gratuite en pharmacie de préservatifs pour les moins de 26 ans. Donc c'est une mesure qui a été annoncée publiquement, qui était connue dans la presse. L'objectif en tant que rapporteur, c'était de bien comprendre déjà quel allait être ce circuit de distribution, puisque ce n'est pas le circuit habituel de produits pharmaceutiques. Bien comprendre quel est le statut juridique du préservatif, puisque ça a un certain nombre d'incidences. Ce qu'implique la distribution par le circuit des pharmacies, comment se déroule le remboursement par l'assurance maladie. Tous ces éléments-là permettent ensuite d'améliorer le texte, de voir les difficultés qu'on peut rencontrer, éventuellement procéder à des ajustements. Donc on est sur des mesures qui sont en réalité très concrètes, au-delà de la pure écriture de texte, qui est en réalité plutôt la dernière étape du travail du rapporteur, l'écriture du texte. C'est une fois qu'on a tout compris, on peut écrire correctement le texte. Merci beaucoup, Alexandre. C'est vrai que ça montre, en tout cas, qu'au Conseil d'État, on fait du droit, beaucoup de droit, mais on traite de la réalité des politiques publiques et aussi dans leur mise en œuvre et dans leur compréhension par les citoyens. Et c'est aussi un des intérêts des fonctions. Peut-être, Amel, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'a motivé, toi, dans ton parcours professionnel, même si vous êtes tous les deux entrés par la voie classique, néanmoins, vos profils sont assez proches des potentiels candidats qui pourraient candidater par la voie action publique. Voilà, quelles étaient tes anciennes fonctions? Pourquoi tu as eu envie de venir chez nous? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Alors, en fait, moi, j'ai voulu rejoindre le Conseil d'État après 5 ans que j'avais passé comme adjointe et puis après sous-directrice dans un domaine qui était finalement assez exposé avec des fonctions managériales assez lourdes, hein. J'avais une équipe de 50 personnes. J'ai adoré ces fonctions, mais j'avais envie de faire quelque chose de complètement différent en fait pour mon expérience suivante. La première chose, c'est que j'aimais le droit. J'ai jamais été en DAGE, mais par contre, c'est vrai que dans tous mes postes, j'avais écrit des textes où j'en avais appliqué. Et j'avais vraiment envie d'approfondir cette compétence en apprenant un métier complètement différent. Et je trouve que c'est très chouette, en fait, hein, d'avoir cette chance de pouvoir apprendre, enfin réapprendre un nouveau métier après une première partie de carrière. La deuxième chose, c'est que pour moi, c'était une autre façon de concourir au service public, notamment en servant l'État de droit. Et ça, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Je trouve que on traverse une époque assez tourmentée dans laquelle la protection des libertés fondamentales et puis des principes, hein, qui font notre République, c'est quelque chose de très, très important. Et comme le disait Cécile, on voit bien dans les décisions qu'on prend que le Conseil d'État est vraiment au cœur
de l'actualité et des questions qui intéressent nos concitoyens. C'était vraiment quelque chose qui me motivait. Et puis, le troisième point, c'était vraiment l'idée de changer de cadre de travail, de passer voilà, d'une réalité vraiment très rythmée, en fait, à un travail un peu plus sur le long cours, un peu plus intellectuel. Comme je le disais, la charge de travail est importante, hein, on ne s'ennuie pas. Mais c'est vrai que c'est un cadre qui est complètement différent et je trouve que c'est bien dans la carrière en fait d'alterner les moments d'action et les moments où on est un peu plus dans l'étude plus approfondie des dossiers. Merci. Et peut-être Alexandre, ton point de vue? Alors, mes motivations se recoupent en partie, notamment le souhait de passer d'une phase où j'étais en administration active sur des fonctions très prenantes en relation quotidienne avec le cabinet, les urgences du cabinet, des discussions parlementaires. Donc, passer de ça à un travail dans lequel on a le temps de la réflexion, on a le temps de prendre son temps, de poser les éléments et de s'enrichir intellectuellement dans la discussion et dans l'échange. J'avais pour ma part un parcours plus juridique, même si j'étais en dernier lieu à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au ministère du Logement. Mais j'avais eu l'occasion de connaître le Conseil d'État à la fois au contentieux, puisque j'étais euh, dans un service juridique du ministère de la Justice qui défendait devant la section du contentieux. Et j'avais eu l'occasion, dans plusieurs fonctions, de travailler avec des rapporteurs en section administrative, dans plusieurs sections administratives. J'avais aussi cette envie de passer de l'autre côté du miroir, en quelque sorte, de voir concrètement quel était ce travail. Et je savais, notamment les séances de section administrative auxquelles j'avais assisté, toute la richesse de la collégialité, et j'avais vraiment le souhait de pouvoir en bénéficier, en profiter, parce que c'est vraiment un enrichissement quotidien quand on le vit, quand on va, notamment puisque les séances de section administrative sont le mardi, on sait qu'on va sortir le mardi de sa séance en ayant appris beaucoup de choses, même quand on rapporte soi-même un texte. Si j'ai encore un peu de temps ou s'il faut passer la parole, faites-moi signe. Je peux encore. On va peut-être passer la parole, à moins qu'on essaye de prendre déjà au moins une première question sur le chat et puis ensuite on rebouclera, je pense, en fonction aussi des questions. Si on est d'accord, Cécile? Très bien, très bien. Nous avons deux questions. La première concerne l'accès de cette nouvelle voie aux militaires de carrière. Alors, oui. Et la deuxième? Et la deuxième est relative à la limite supérieure, y compris implicite, de la seniorité attendue. Ah, très bien. Voilà. C'est deux questions très intéressantes. Peut-être sur l'accès pour les militaires. Effectivement, à ce stade, ça ne leur est pas ouvert. Parce que la liste des corps éligibles que sont les administrateurs de l'État, administrateurs territoriaux, j'essaie de retrouver mon texte, voilà, pardon. Elle est fixée limitativement dans le décret du 6 décembre 2022 et donc on a les administrateurs de l'État, de la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, donc directeur d'hôpitaux, les magistrats judiciaires également, ainsi que les agents contractuels de droit public qui sont de niveau comparable. En sachant qu'effectivement, alors je ne sais pas ce qu'il en est côté Conseil d'État, mais côté Cour, on accueille un certain nombre d'agents contractuels comme conseillers référendaires en service extraordinaire à la Cour, venant de plusieurs horizons, les caisses de sécurité sociale par exemple, venant également du secteur privé. Et on en a à peu près sur un effectif de 108 maintenant CRSE, j'y reviendrai tout à l'heure, on a à peu près 15 contractuels. Donc voilà, ça vous est également ouvert si vous décidez de candidater, en sachant en revanche que bien entendu, on sera très attentif à l'examen de la recevabilité du dossier dans ce cas-là. Et à ce stade, il n'est pas prévu, on verra, hein, on laissera vivre la procédure, mais il n'est pas prévu à ce stade qu'elle soit ouverte ni aux militaires. Et je le rappelle également, elle n'est pas ouverte non plus aux assemblées parlementaires. Parce qu'il y a d'autres voies d'accès, voilà, ce n'est pas pour les exclure ex nihilo, c'est parce qu'il y a d'autres voies d'accès pour nous rejoindre à la Cour, que ce soit l'auditorat sur emploi, notamment pour les assemblées parlementaires, ou que ce soit les recrutements qui ont pu avoir lieu pour le moment, qui sont un peu mis en attente, mais qui pourraient être activés
on verra dans l'avenir ce que ça va donner, mais les procédures dites au titre de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, la CNOI, qui nous permet d'accueillir effectivement des militaires. Sur la seniorité, je te laisse répondre, Cécile. Oui, juste pour revenir sur ce que tu venais de dire, tout à fait, on accueille aussi l'État des maîtres de en service extraordinaire qui sont contractuels, donc évidemment en vérifiant l'état de service qui soit de niveau comparable à un administrateur de l'État. Pour les militaires, on a une voie d'accès spécifique pour des militaires qui justifient de moins de 10 ans de service public sur une commission de réorientation. C'est une voie, on en accueille un tous les 2 ans au maximum, mais c'est une voie qui est toujours active. Et enfin, pour les administrateurs des assemblées, comme le disait Armel, même si cette voie-là ne leur est pas ouverte, nous en recrutons en tant que maître des requêtes en service extraordinaire, en tant qu'auditeur détaché, ou parfois mis à disposition par les assemblées. Donc ils sont bienvenus, mais par d'autres voies. Pour la seniorité, oui. Alors, il n'y a pas de limite supérieure. Peut-être simplement, c'est davantage, il me semble, dans l'intérêt qu'auraient les candidats à faire acte de candidature. En fait, ça va dépendre comment dire, leur motivation. Est-ce qu'ils sont vraiment dans une optique de faire une expérience, un détachement au sein du Conseil d'État pour 4 ans et ensuite revenir dans leur administration avec une expérience confirmée et en ayant développé une expertise juridique. Et dans ces cas-là, on peut accueillir vraiment à tout âge, assez tard, alors pas en toute fin de carrière, mais en tout cas pas sur par cette voie-là. Ensuite, si la logique est aussi de pouvoir être intégré, l'idée c'est quand même de pouvoir ensuite dérouler une trajectoire de carrière suffisamment intéressante pour le candidat. Donc, une fois qu'on est intégré, on a 12 ans de maîtrise avant de devenir conseiller d'État, qu'il est intéressant de pouvoir exercer quand même quelques années. Donc voilà, il faut prendre en compte ces perspectives dans l'intérêt de la candidature. Ensuite, on n'a pas de limite ni officielle, ni officieuse pour le recrutement. Oui, je pense que c'est important de noter que ce qui est essentiel au départ, c'est vraiment la qualité des candidatures et effectivement quand même la perspective du déroulement de carrière parce que le caractère un peu atypique de cette nouvelle procédure de conseil référendaire en service extraordinaire et de MRSE, voie d'action publique, c'est de permettre une intégration accélérée. C'est aussi, on l'appelle aussi le CRSE ou le MRSE fast track. Alors, désolé de cet anglicisme, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que là où classiquement les conseils référendaires en service extraordinaire ou les MRSE mettent, alors pour ce qui nous concerne, c'est 3 ans pour pouvoir prétendre à être intégré comme conseiller référendaire au sein de la Cour. Je laisserai le Conseil d'État préciser. Là, c'est 18 mois. Et par ailleurs, le texte prévoit qu'au moins un, donc chaque année, peut être intégré, au moins un pourra être intégré par cette voie-là. Donc il y a une sorte d'obligation un peu de résultat qui nous échoit. Donc ça veut dire qu'il y en a au moins un qui a vocation, ou au moins une bien sûr, qui a vocation à dérouler un parcours de carrière au sein de l'institution. Et là-dessus, on retombe sur effectivement la même ligne qu'a indiqué Cécile Vaudrin, c'est-à-dire qu'il faut 12 années de référendariat au sein de la Cour des comptes pour pouvoir accéder à la maîtrise, donc dans la 13e année. Donc du coup, on appréciera, je pense que le jury sera quand même aussi attentif, bien entendu, même s'il n'y a pas de limite implicite haute, à pouvoir quand même apprécier ce déroulement, cette possibilité de dérouler cette carrière, même si maintenant, avec la loi retraite, tout ceci, voilà, un peu rebattu les cartes, avec des limites d'âge qui sont revues, etc. Il faut quand même que la personne puisse à un moment ou à un autre accéder à la maîtrise et qu'on ait une sorte de retour sur investissement pour l'institution. Donc, je pense que c'est ce qui va guider en tout cas le jury qui sera prochainement constitué également dans la réflexion et dans la présélection ou la sélection définitive des candidatures.
Je propose qu'on passe du coup côté Cour des comptes. Alors, Cour des comptes, juste je précise que je suis accompagnée effectivement de deux conseillers référendaires en service extraordinaire. Alors, Claire Falzanalar qui nous a rejoint en 2021 au sein de l'institution et Jonathan Sapen depuis un peu plus longtemps qui nous a rejoint en 2019. En tant qu'à l'époque, ça s'appelait encore rapporteur extérieur à la Cour des comptes. L'appellation a changé avec l'ordonnance du 2 juin 2021 pour se transformer en conseil référendaire en service extraordinaire. On en a tiré les conséquences également dans les décrets d'application. Et je suis également accompagnée de Armelle de Ribier, qui est notre déléguée mobilité carrière, et de Sophie Onado, qui est l'adjointe au directeur des ressources humaines et qui m'accompagne depuis plusieurs mois dans la mise en œuvre de cette dernière voie de recrutement, je pense, issue de l'ordonnance la haute fonction publique, puisqu'on a traité différents stades. On a traité le pied de colonne, le pied de carrière, j'ai envie de dire, que sont les auditeurs. Là, maintenant, on est dans la deuxième année. On a traité le grade sommital avec la mise en œuvre de la voie de ce qu'on appelle les conseillers maîtres experts et les nouvelles modalités de nomination au tour extérieur des conseillers maîtres. Et maintenant, on travaille sur le milieu de carrière avec cette nouvelle voie d'accès qui est le conseiller référendaire service extraordinaire en voie d'action publique. Peut-être simplement pour faire un peu le jeu des 7 différences avec ce qui vous a été exposé par le Conseil d'État. Si vous rejoignez l'institution, c'est pour une durée donc de 18 mois avec possibilité de passer l'intégration et d'être nommé conseiller référendaire après avis du comité d'intégration qui a été constitué à cet effet. Alors ce comité d'intégration, hein, il est connu puisqu'il a été mis en place l'année dernière. Il a une durée de vie de 4 ans. Donc normalement, vous serez, si vous nous rejoignez, vous passerez par le comité d'intégration tel qu'il est dans sa composition actuelle et qui a à connaître également de l'intégration au référendariat des CRSE recrutés par la voie, j'ai envie de dire, plus classique et de l'intégration des auditeurs lorsqu'ils doivent passer, des nouveaux auditeurs sur emploi lorsqu'ils doivent passer conseil référendaire au bout de 3 ans. Ceci étant, il y a toujours bien entendu la possibilité de pouvoir dérouler sur la totalité si vous n'êtes pas retenu à l'issue des 18 mois, si vous n'êtes pas intégré. Normalement, vous êtes tous bons et puis vous verrez que l'institution aura au cœur de vous pousser, enfin de faire en sorte de vous former aussi aux métiers qui sont les nôtres. Mais si vous ne nous rejoignez pas, bien entendu, et je tiens tout de suite à dissiper le malentendu qu'il pourrait y avoir là-dessus, vous êtes bien entendu, vous avez toujours la possibilité de pouvoir continuer en tant que conseiller référendaire en service extraordinaire sur la durée restante de votre détachement. Donc classiquement, un détachement donc, à la Cour des comptes, c'est 3 ans renouvelables une fois, donc 6 ans. Ça veut dire que si au bout de 18 mois, vous avez encore 4 ans et demi potentiellement pour continuer à travailler au sein de l'institution. Donc ça, c'est voilà, ceci étant dit, voilà, c'est le premier point important. Peut-être dans ce qui concerne l'institution en tant que telle, vous allez rejoindre effectivement une institution qui exerce 4 missions principales. On reviendra tout à l'heure un peu sur les métiers avec les parcours de nos collègues ici présents, mais 4 missions principales qui sont le contrôle de tous les organismes et institutions qui reçoivent de l'argent public. C'est un peu notre mission, j'ai envie de dire presque doublement séculaire, puisqu'elle est inscrite dans l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et d'ailleurs, elle a été à l'occasion, enfin c'est ce qui a rythmé notre dernière nuit de droit le 4 octobre dernier. Le jugement des comptes des comptables publics avec bien sûr la réforme de l'ordonnance de mars 2021 portant réforme unifiée des gestionnaires publics. Cette fonction contentieuse de jugement des comptes maintenant est concentrée dans une seule chambre qui est la 7e chambre, la chambre du contentieux. Pour autant, les autres chambres contribuent également, on pourra y revenir, à alimenter, à travailler sur ce volet contentieux parce qu'ils sont en quelque sorte apporteurs d'affaires dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent et dans tout ce qui est le contrôle de la régularité et de la probité des organismes qu'ils contrôlent. Le troisième métier de la Cour des comptes, c'est la certification des comptes de l'État du régime et du régime général de la sécurité sociale. C'est 2 compétences qui sont exercées principalement à la première chambre dont sont issus nos 2 CRSE ici présents et à la 6e chambre. Et enfin, l'évaluation des politiques publiques qui prend beaucoup de place au sein de l'institution, puisque c'était une des orientations qu'a souhaité appuyer le premier président dans le cadre du projet stratégique JF 2025 et de pouvoir y consacrer 20% de nos ressources.
Donc, à la fois en termes de programmation, c'est une mission qui monte en compétences et qui monte en, comment dirais-je, en ressources également au sein de l'institution, dans la mesure où elle mobilise un certain nombre de rapporteurs. Et là-dessus, que l'on soit intégré à la Cour, conseiller référendaire, ou que l'on soit CRSE au sein des chambres, tout le monde a vocation à contribuer de la même façon à cette mission-là. On a également, on a également un certain nombre de droits et obligations. C'est vrai qu'a rappelé Cécile, et c'est un peu ce qui explicite un peu notre ADN au sein de la Cour des comptes. Au sein de la Cour des comptes, avec un certain nombre de valeurs clés que sont l'indépendance du magistrat, c'est important, à la fois pour programmer, pour conclure, pour publier, la collégialité de nos décisions qui sont prises lors d'un délibéré, c'est pas un vain mot, ça veut dire qu'un rapport qui sort de la Cour des comptes, il a été mûrement pesé par la collégialité, et ce n'est pas le rapport, j'ai envie de dire, des rapporteurs, mais c'est celui de l'institution. Et d'ailleurs, vous verrez d'ailleurs assez rarement, ou même jamais, les noms des rapporteurs qui sont derrière. C'est bien que c'est l'institution, c'est la Cour des comptes qui endosse le rapport. Donc, d'où l'importance de cette collégialité. Et enfin, un dernier principe clé qui est aussi commun à l'institution, qui est la contradiction, le principe de contradiction avec les administrations qui sont contrôlées et les différents organismes qui sont contrôlés, et donc avec des délais de contradiction auxquels on attache un prix particulier. Pour revenir sur les profils qui sont cherchés, on est vraiment dans la recherche de profils multidisciplinaires. Bien entendu, il faut avoir une petite appétence quand même pour les chiffres, hein, je ne vous mentirai pas, et je pense que mes collègues ici présents ne vont pas vous mentir non plus, mais ce n'est pas non plus, si vous n'êtes pas un as des chiffres ou de la data, vraiment, faut pas vous auto-limiter. De toute façon, à la Cour, comme au Conseil d'État, je pense, il y a un gros travail d'accompagnement et de formation qui est dédié aux équipes. Cette formation, d'ailleurs, se décline avec une première formation de 2 semaines qui a lieu traditionnellement au mois de septembre. Donc, si vous arrivez en avril, vous aurez droit à celle du mois de septembre, et au mois de janvier, où vous avez une grosse présentation de l'institution, mais également des présentations très métiers sur la manière dont nous contrôlons, dont nous appréhendons les fonctions qui sont les nôtres. Et par ailleurs, les CRSE, comme les autres, comme tout nouvel arrivant à la Cour, ont 40 jours de formation individualisée sur 2 ans. Ça vous montre le poids que l'institution attache à cette formation itinérée pour vraiment se mettre à niveau et faire en sorte d'avoir un socle commun de connaissances pour l'ensemble des personnes qui travaillent sur les rapports de la Cour. On a également une formation par les pairs au sein des équipes de contrôle. Je pense qu'on pourra y revenir avec les collègues ici présents. Et ça veut dire du coup une montée en compétences progressive qui vous permet aussi de franchir et d'accéder à des nouvelles fonctions au sein de votre chambre d'affectation, de devenir chef d'équipe bien sûr d'un contrôle, mais également de pouvoir devenir référent au sein de votre secteur. Parce que vous avez acquis une certaine connaissance du secteur, et que du coup, l'objectif, c'est que vous puissiez, au sein de la Chambre, être un peu la personne ressource pour pouvoir, comment dirais-je, répondre aux questions des collègues et notamment des nouveaux arrivants. Quand vous arrivez à la Cour, ce n'est pas un métier, effectivement, c'est comme le Conseil d'État, ce n'est pas un métier solitaire, vous n'êtes pas tout seul, on ne vous lâche pas dans la nature, vous avez la désignation d'un mentor, souvent un magistrat ou une magistrate qui a quelques années d'ancienneté et dont la mission consiste finalement à veiller à la bonne intégration, à ce qu'on appelle l'onboarding, toujours en mots un peu anglais, mais en tout cas, l'objectif, c'est de vous aider à vous approprier les bonnes méthodes de travail, et on essaie de faire en sorte que souvent le mentor ou la mentor soit aussi le premier
co-rapporteur sur la mission. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est l'orientation qu'on donne au sein des chambres. Et enfin, l'affectation dans la chambre avec un moment important qui est la prestation de serment où voilà, où vous allez prêter serment et vous allez pouvoir jurer de vous comporter comme un digne et loyal magistrat. Voilà, c'est un moment un peu solennel, mais qui a aussi du sens dans la mesure où vous rejoignez ce qu'on appelle notre compagnie, vous rejoignez une institution, voilà, et également l'affectation dans une chambre qui va pouvoir vous permettre du coup, de pouvoir démarrer vos contrôles au sein de la chambre dans laquelle vous allez être affecté. Alors peut-être sur ce point précisément, donc à la Cour des comptes, contrairement peut-être au Conseil d'État, on a un poids très important des CRSE. Ça représente à peu près un tiers des effectifs de la Cour, puisqu'on est maintenant, on a passé le cap fatidique des 100 CRSE recrutés, on est à 108 au 1er octobre, donc on est à peu près à un tiers des effectifs. J'ai envie de dire, l'affectation dans les chambres dépend à la fois, bien sûr, on essaie de faire en sorte de faire se réconcilier l'offre et la demande, les souhaits des candidats, mais également les souhaits des présidents de chambre, et puis aussi de faire en sorte d'avoir une sorte d'effectif de référence qui soit à peu près le même au sein des différentes chambres. On essaye également, dans la mesure du possible, et ça c'est un point important, de faire en sorte de ne pas vous affecter dans la chambre dans laquelle vous auriez eu à connaître pendant votre période, j'ai envie de dire, active dans votre précédente carrière. Pourquoi? Parce qu'il y a des sujets de potentiels conflits d'intérêts qui sont importants, et donc au moins ménager la théorie des apparences là-dessus. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais rejoindre la chambre dans laquelle vous avez acquis une expertise lors de votre carrière précédente, mais c'est simplement que pour les premières années, on a ce délai de 3 ans à peu près, de 3 ans qu'on respecte pour faire en sorte qu'il n'y ait pas justement de potentiel conflit d'intérêts ou qui obligerait à une certaine gymnastique pour faire en sorte de ne pas vous mettre sur les travaux ou au sein de la section au sein des chambres qui n'est pas dans le secteur sur lequel vous allez travailler. Je vais peut-être passer la parole directement à mes deux collègues. Donc, tout d'abord à Claire Falzon-Allard, qui nous a rejoint donc en 2021, qui est au sein de la première chambre et qui a la particularité d'avoir une carrière à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Absolument. Merci Armelle. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai rejoint la Cour en novembre 2021 après 6 ans passés dans la sphère publique, à la direction du budget, puis en cabinet ministériel, et puis 6 ans passés dans le privé, dans l'entreprise Veolia, où j'ai exercé plusieurs postes pendant donc 6 années. Et puis quand j'ai choisi de revenir dans la sphère publique, rejoindre la Cour des comptes a été pour moi presque une évidence, soumise à la volonté de la Cour de m'accepter à ce moment-là. Mais en tous les cas, le choix de renouer avec la matière finance publique que j'avais connue en début de carrière et que j'ai retrouvée avec le même plaisir. À ce moment-là, j'ai émis le souhait de rejoindre la première chambre qui traite de sujets à la fois microéconomiques, donc tout ce qui est politique économique notamment, mais également macroéconomique avec une grosse dimension autour des finances publiques et du budget de l'État. Donc, une fois ce choix entré en bonne intelligence avec la Cour, donc j'ai rejoint les équipes de la première chambre comme rapporteur. J'ai eu l'occasion de travailler donc, depuis 2 ans sur une grande diversité de rapports. Je fais d'ailleurs une parenthèse, notamment des rapports qui ont été réalisés dans le cadre de formations interchambres, c'est-à-dire avec d'autres chambres de la Cour et également en format interjuridictionnel, c'est-à-dire avec non seulement d'autres chambres, mais également des chambres régionales, donc des parcours de rapports qui permettent vraiment d'intégrer une diversité de points de vue. Et c'est une des chances que l'on a de ne pas rester forcément dans un secteur, même si ce secteur, j'y reviendrai, est large. Donc, dans les rapports sur lesquels j'ai travaillé depuis 2 ans, il y a d'une part des rapports qui sont des rapports obligatoires prévus par les textes institutifs des juridictions financières. J'ai travaillé par exemple sur le rapport sur le budget et la dépense de l'État, plus précisément sur les sujets de prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne. J'ai travaillé également sur le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, où là, j'ai apporté une contribution sur la question de la qualité de la dépense. Et puis, toujours sur des rapports obligatoires, dans le cadre de ce qu'on appelle ici, dans notre jargon, un 58.2, donc un rapport commandé par l'une des chambres du Parlement. J'ai travaillé dans une équipe au service d'une commande du Sénat sur la refonte
du système de financement des collectivités territoriales. Donc, une part de rapports obligatoires et puis des rapports qui relèvent de la pleine indépendance de programmation de la Cour. Donc, j'ai travaillé récemment sur un dispositif de soutien aux relocalisations industrielles, par exemple, et puis sur un certain nombre de travaux plus budgétaires, les notes d'exécution budgétaire que l'on fait également chaque année. Dans le cadre de ces différents rapports, je l'évoquais, parfois menés en cadre interjuridictionnel ou interchambre, j'ai également eu l'occasion de travailler avec le parquet très en amont. Aucun des rapports n'a débouché sur des suites juridictionnelles, mais ce travail se fait très, très régulièrement au moment de l'élaboration et de l'instruction du rapport, puisque c'est effectivement un des rôles des rapporteurs de vraiment s'assurer qu'on n'est pas en présence d'un risque d'irrégularité, et si c'est le cas, effectivement, de le signaler au parquet. Ce qui apporte un intérêt supplémentaire à la mission, c'est vraiment ce côté un peu d'investigation, en plus de la dimension d'instruction. En plus de ces missions qui sont réalisées dans le cadre de la Cour, j'ai pu travailler pour l'un des organismes qui est hébergé par la Cour, qui est le Conseil des prélèvements obligatoires, donc qui a une compétence en matière fiscale. Et à cette occasion, j'ai travaillé sur les conséquences de l'objectif de zéro artificialisation nette des sols sur les finances locales. Vous voyez, à cette occasion-là, on sort du périmètre strict de la première chambre à laquelle j'appartiens pour aller déborder sur d'autres sujets. Et ça, c'est une grande force de la Cour de vraiment aller piocher dans les expertises, les compétences dont disposent les rapporteurs pour vraiment former des équipes qui vont être complémentaires. Ces équipes, je pense que Jonathan reviendra, elles sont constituées pour des durées à peu près 6 mois. Et à chaque fois, il y a vraiment toute l'intelligence de la Cour d'essayer de constituer des équipes qui seront donc complémentaires. Dernier point, on va dire, de fonctionnement, je suis référente pour la transition écologique au sein de la Chambre. Il y a dans chaque chambre une dizaine de postes de référents thématiques qui ont été institués sur l'évaluation, sur la régularité, le juridictionnel, sur la transition écologique, sur l'égalité hommes-femmes, par exemple. Et notre rôle est à la fois de faire vivre ces sujets au sein des chambres et puis de collaborer avec l'ensemble des chambres sur ces sujets de manière transversale. Voilà, si je fais un petit retour d'expérience après 2 ans, on nous demande d'ailleurs 6 mois après un rapport d'étonnement. Tout à fait, un rapport d'étonnement qui est lu et dans lequel il y a une synthèse qui est faite pour le premier président et les présidents de chambre une fois par an. Voilà, donc il est lu et il est produit en tous les cas avec plaisir. Ce qui m'a frappé vraiment au cours dès les premiers mois, c'est ce que Armelle a présenté, c'est vraiment le triptyque collégialité, indépendance, contradiction. La Cour des comptes est une machine à produire de l'intelligence collective depuis 1807. Voilà, à peu près. Je pense que dès le jour 1, ça s'est passé comme ça. Mais voilà, c'est vraiment très fort et on est rapporteur, on produit un projet de texte et par phase successive, comme l'évoquait Armelle, eh ben on est, et c'est très positif, dépossédé de ce rapport parce qu'en fait, il devient le rapport de l'institution. Et ça, c'est à la fois une forme de fierté de participer à cette intelligence collective et puis c'est très sécurisant parce que les phases de contradictoire, de collégialité viennent permettre de garantir du contenu des informations du rapport. Donc ça, c'est une machine qui est extrêmement bien huilée, très sécurisante et très agréable. L'autre point qui m'a frappé, c'est évidemment la variété des sujets. Je suis rentrée un peu dans le détail des travaux auxquels j'avais contribué pour montrer que la variété est très grande et je n'ai même pas encore fait, depuis 2 ans que je suis là, un contrôle organique et une évaluation des politiques publiques. Donc, il me reste encore plein de compétences à appréhender. Et ça, c'est évidemment une chance. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Et puis, le dernier point, c'est un élément d'ambiance. Tout ça se fait dans des conditions humaines extrêmement privilégiées. On a la chance, notamment à la Cour, grâce à la diversité des parcours et des profils, d'avoir des collègues qui viennent de plein de milieux et de professionnels très, très différents. Ça, c'est une vraie chance et comme je l'évoquais, la Cour essaye de capitaliser au maximum là-dessus et ça crée une ambiance de travail vraiment agréable et donc un plaisir depuis 2 ans d'être dans l'institution. Merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, cette pluridisciplinarité, elle participe aussi finalement de la qualité de vie au travail de l'institution
En réalité, quand on lance un contrôle, on n'est jamais seul parce que déjà, il y a toujours un collègue de la Cour qui a eu à connaître à un moment ou à un autre de l'institution contrôlée ou de la politique publique contrôlée à qui on va pouvoir demander. Et ça, c'est une marque forte de la Cour. Et il y a une grande disponibilité des collègues pour vous orienter là-dessus. Jonathan, quel serait à toi ton petit bilan après maintenant bientôt 4 ans? Bientôt 4 ans, 4 ans absolument. au sein de l'institution. Oui, moi j'ai fêté mes 4 ans au sein de l'institution il n'y a pas très longtemps. Je suis arrivé ici, j'avais été contractuel auparavant au ministère des Finances et en établissement public culturel, et puis j'avais passé le concours de l'INET. Donc je suis administrateur territorial promotion Salvador Allende, et j'avais été notamment directeur financier au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Donc c'est pour dire aussi la diversité des profils qu'on peut retrouver ensuite au sein de la Cour des comptes. Alors, moi, les travaux sur lesquels j'ai eu l'occasion d'exercer mes compétences, alors ils sont en lien avec la première chambre, puisque je suis aussi au sein de la première chambre, qui est donc sur les sujets à la fois budget de l'État, finances publiques un peu plus larges, et puis développement économique et toute la partie économie du ministère Bercy. Donc moi, j'ai travaillé à la fois sur la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, j'ai travaillé sur la lutte contre le surendettement, où on faisait aussi un suivi de recommandations qui avaient été émises 5 ans auparavant. Donc c'est important d'être aussi dans cette logique, puisque la Cour, un des produits phares de la Cour, c'est de faire des recommandations, d'être dans cette logique de suivi de la mise en œuvre des recommandations. J'ai travaillé sur un rapport commandé par le Parlement sur les aides publiques à l'innovation des entreprises, sur les enchères, sur les fréquences pour le déploiement de la 5G en France, et puis dernièrement sur les cryptoactifs, un sujet assez récent d'actualité et qui reste un enjeu important. C'est la première fois que la Cour se penchait sur ce sujet-là, mais ça montre aussi qu'on n'est pas uniquement dans la constatation du passé, mais on est aussi dans l'accompagnement des politiques publiques qui se construisent au fur et à mesure. Alors, comment ça se passe, un contrôle, sans rentrer dans toute la mécanique? Comme on le disait, c'est effectivement une équipe qui est ensemble pendant 6 à 8 mois sur un contrôle. C'est une équipe de 2 à 3 personnes qui est constituée pour marier un certain nombre de compétences, expériences, avec une alternance entre des phases de documentation, beaucoup de phases de déplacement, de rencontres, des phases d'instruction, de rédaction, mais aussi à l'issue un délibéré. Il y a même 2 délibérés sur chacun des rapports. Il y a une phase de contradiction et puis maintenant il y a une publication qui est systématique, qui est aussi une exigence particulière. Depuis cette année, nous sommes dans ce qu'on appelle le 100% publication de l'intégralité des rapports est publié. Donc c'est un travail en équipe, c'est-à-dire en autonomie, c'est-à-dire on construit le raisonnement, on construit le contrôle, il y a une grande autonomie, il y a une attente sur les résultats, mais on travaille toujours en équipe. C'est un travail exigeant, tous les rapports sont délibérés, tous les rapports sont contredits avec les administrations et maintenant tous les rapports sont publiés. Donc, c'est 3 exigences très fortes pour nos travaux. Et enfin, c'est un travail que je trouve d'une très grande richesse intellectuelle et professionnelle puisqu'on est amené à s'intéresser à des sujets qu'on ne connaissait pas nécessairement, sur lesquels on est obligé de monter très rapidement en compétences pour dire des choses qui sont d'une rigueur absolue. Alors, à côté de ça, l'une des richesses aussi, c'est que la Cour accompagne l'engagement des uns et des autres. Donc, je suis pour ma part responsable d'un secteur. Donc, ce ne sont pas des fonctions d'encadrement hiérarchique, mais c'est plutôt fonctionnel, responsable du secteur développement économique, ce qui amène en fait à participer vraiment aux travaux de la Cour, notamment sur la programmation des contrôles, ce qui oblige à être en veille sur une thématique en particulier, et ce qui fait partie justement un peu de la formation, de l'expertise qui est apportée, du partage de compétences qu'on peut mettre en œuvre au sein de la Cour des comptes. Et les CRSE peuvent exercer ce type de responsabilités qui sont une façon particulière de s'engager dans le travail de l'institution. Et puis enfin, Claire évoquait les missions qu'on a à côté de nos contrôles, en plus de nos contrôles et qui enrichissent nos contrôles. La Cour des comptes a une activité internationale qui est assez importante, qui n'est pas nécessairement la plus médiatisée, mais qui est de plus en plus importante. Elle a notamment le mandat d'audit externe de l'ONU, ce qui évidemment n'est pas rien, auquel participent de très nombreux rapporteurs CRSE et autres statuts à la Cour. Donc, pour ma part, j'ai fait plusieurs missions à l'international dans ce cadre-là, notamment pour l'ONU sur les opérations de maintien de la paix.
au Mali sur la MINUSMA, au Soudan du Sud à 2 reprises. J'ai aussi travaillé pour le Programme alimentaire mondial et le Conseil de l'Europe. Et donc, c'est des missions où on va vraiment sur le terrain. On a l'occasion de voir des choses qu'on ne verrait pas dans nos métiers habituels. On a l'occasion d'aller se confronter aussi à d'autres cultures administratives comme celle de l'ONU, par exemple. Donc, c'est extrêmement enrichissant, extrêmement utile professionnellement et puis très enrichissant aussi personnellement. Alors, pour répondre du coup à cette question de 4 ans après, oui, c'est une excellente expérience. Je dirais, quelle que soit la carrière, quel que soit le moment dans la carrière administrative, c'est une très bonne expérience qui permet de se détacher des contraintes de l'immédiateté et du management qu'on peut connaître dans d'autres postes pour reprendre de la hauteur sur nos propres postures professionnelles, sur les politiques publiques, avoir une vision beaucoup plus stratégique, beaucoup plus macro, qui ne soient pas segmentées et sectorisées telles qu'on peut les avoir habituellement. Et donc, qu'on reste un peu ou longtemps à la Cour des comptes, de toute façon, je pense que c'est une excellente expérience, très enrichissante et très utile, surtout dans la carrière administrative. Merci beaucoup, Jonathan. Ça fait bien le lien avec mon dernier propos qui était les perspectives de mobilité et de carrière. On vous a parlé de l'intégration accélérée et la promotion à la maîtrise au bout de 12 ans. Il y a aussi la possibilité d'accéder aux emplois fonctionnels qui sont au secrétariat général, secrétaire général où il y a 2 postes aussi de secrétaire général adjointe. Pour le moment, c'est 2 femmes qui les occupent, mais ça peut être de nouveau des hommes. Avocat général. Et vous avez aussi cette possibilité de pouvoir accéder à l'emploi de président ou de vice-président de chambres régionales ou territoriales des comptes. Nous avons 17 chambres régionales et territoriales des comptes. Et par ailleurs, depuis le décret de juin 2023, cette mobilité compte comme une mobilité statutaire pour l'accès à la maîtrise. Donc, c'est un point important de déboucher de carrière si vous décidez de rester longtemps à l'institution, dans l'institution, d'être intégré et de dérouler un parcours à la fois à l'intérieur de l'institution. Et c'est la marque de fabrique, je pense, de la Cour, qui sont les parcours alternés dans l'institution et hors l'institution, dans de nombreux ministères, dans de nombreux établissements publics, institutions européennes, les organisations internationales, tu en as parlé tout récemment. Voilà, et on a à peu près, sur les 409 magistrats à la Cour des comptes, on en a à peu près 150, je crois, qui sont à l'extérieur. Ça vous montre, et je n'ai pas parlé encore des CRC, mais ça vous montre le poids vraiment important de ces carrières alternées et de ces allers-retours. Et on serait très heureux, effectivement, de vous accueillir comme conseiller référendaire en service extraordinaire avec cette nouvelle voie d'action publique. Je propose qu'on laisse maintenant la parole aux questions, si on en a. Alors, juste pour vous indiquer, vous étiez 107 en tout cas au début. J'espère qu'il n'y a pas eu de la perte en ligne avec l'heure du déjeuner, mais vous étiez 107 inscrits au début du webinaire. Oui, nous avons un certain nombre de questions dont les plus nombreuses portent notamment sur les candidatures et singulièrement sur l'éligibilité des candidatures avec un certain nombre d'entre vous qui se posent des questions sur les corps et cadres d'emploi de niveau comparable et souhaitent savoir si l'INSP peut éventuellement juger de l'éligibilité des situations individuelles. Alors, l'INSP ne sera pas seule pour cela. Voilà, on travaillera à la fois avec la Direction générale d'administration et de la fonction publique qui est très habituée à établir ces niveaux de comparabilité, qui a d'ailleurs nous a déjà transmis un certain nombre d'informations, des tables de correspondance, et puis naturellement, il y a le jury, les DRH des institutions respectives. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet. La deuxième question relative aux candidatures concerne la nécessité de recueillir l'accord de son administration d'origine pour pouvoir déposer le dossier et ensuite bénéficier de la procédure de détachement. Voilà, donc c'est une demande, je dirais, de nature plus administrative, mais qui semble devoir être répondue par la production de l'état des services. Oui. Effectivement, la production de l'état des services sous-entend en fait que l'employeur est informé de la candidature, tout à fait. En fait, la production de l'état des services est important pour nous parce que ça nous permet déjà de vérifier les 8 ans de service public effectif à la date du 1er janvier de l'année considérée. Donc, ça, c'est important parce que parfois, le seul CV ne permet pas
de pouvoir déterminer si cette condition est remplie. Et puis par ailleurs, il y a la nécessité, il me semble, je ne sais plus, non, on avait laissé tomber les histoires d'évaluation, mais ceux qui souhaitent transmettre des évaluations professionnelles peuvent bien entendu également les joindre. C'est dans l'arrêté. Ça reste. C'était dans l'arrêté. Ah oui, alors j'ai un doute, je ne savais plus si on les avait maintenues ou pas. Oui, les 3 dernières évaluations. Donc ça veut dire effectivement que normalement, votre administration de départ est quand même au courant. Très bien, je crois que ça rassurera un certain nombre d'entre nous. Puis après, on a l'habitude, je pense, pour la négociation avec les administrations, pour la partie un peu administrative du détachement, on fait ça quand même quasiment de façon presque quotidienne. Donc, Oui. les administrations, on a des interlocuteurs bien identifiés dans, je pense, quasiment toutes les administrations. Mais je pense que côté Conseil d'État, ça doit être la même chose. Tout à fait, oui, on a l'habitude, on est très réactif et je précise d'ailleurs qu'on a une date souhaitée de prise de fonction au 1er avril, mais qui peut bien entendu, voilà, c'est l'idéal pour pouvoir suivre le cycle de formation que comme la Cour, nous organisons pour nos nouveaux arrivants. Mais bien sûr, on a l'habitude de travailler avec les employeurs d'origine pour que ce soit le plus adapté possible pour la personne qui arrive et pour l'employeur qui s'en sépare pour l'instant, temporairement. Alors, au nombre des questions toujours relatives aux candidatures, les 8 années de service public effectif en qualité d'administrateur de l'État. On est bien au clair, nous demandons sur le fait que sont exclues les années de l'INSP. Oui, tout à fait. Voilà, d'accord. Enfin, INSP ou école équivalent, l'INET, oui. Ces formations initiales ne sont pas comptées dedans. C'est bien 8 années de service public effectif. Un autre point de clarification fort attendu sur le dossier et singulièrement sur, d'une part, la lettre de motivation, savoir s'il est utile de la cibler sur ce que l'on espère obtenir au terme de la procédure, ou si au contraire il est de bon ton de prévoir de pouvoir être éligible soit à une admission en qualité de MRSE ou CRSE. Voilà, donc doit-on conseiller la transparence à nos candidats ou finalement leur demander de ménager les 2 possibilités dans la lettre de motivation? À mon sens, je sais pas, Cécile, à mon avis, il vaut mieux être transparent dès le départ. De toute façon, à un moment, j'ai envie de dire, cette orientation naturelle ou cette inclinaison naturelle, je ne sais pas comment il faut l'appeler, devra bien se dégager au moment du dossier qui sera choisi en préalable de l'oral d'admission. Donc, bon. Tout à fait, oui. Plutôt. D'Armeldam, vous l'avez compris, on a beaucoup de similitudes, la Cour des comptes et le Conseil d'État, sur la manière de travailler, sur la manière d'accueillir des conseillers référendaires ou des maîtres des requêtes en service extraordinaire. Mais pour autant, nos métiers sont différents et je crois que ça a du sens que d'exprimer au stade de la lettre de motivation des préférences, même si vous pouvez aussi, et c'est tout à fait possible, mentionner votre appétence pour les 2, mais je crois qu'en règle générale, vous aurez quand même une préférence pour l'un ou l'autre. Toujours sur la constitution des dossiers, il y a un certain nombre de questions relatives au RAEP et des demandes fortes de précision sur ce que nous attendons en termes de RAEP. On attend, je pense, surtout de la concision, c'est-à-dire qu'une réalisation professionnelle, pour nous, c'est 2 pages, au maximum 2 à 3 pages. Et on attend surtout une capacité de la candidate ou du candidat à pouvoir un peu s'extraire de la réalisation professionnelle et à pouvoir en tirer un peu les enseignements. Ne pas être trop descriptif, trop à plat. On a un peu un retour maintenant sur d'autres jurys de recrutement ou auditions, comités divers de recrutement sur ces réalisations professionnelles. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, le défaut majeur qui est relevé, c'est quand les gens restent très descriptifs dans la réalisation professionnelle ou n'ont pas choisi, parfois ça peut être le cas, une réalisation professionnelle qui est significative de leur degré d'implication, de leur degré d'engagement pour faire porter ou aboutir une réforme. On sait bien qu'ils ne la font jamais toute seule, cette réforme, qui s'inscrit dans un collectif de travail, mais voilà, parfois, j'ai le souvenir dans les rétextes, dans les retours d'expérience qui ont pu être faits de certains jurys, voilà, de ces 2 défauts majeurs, le manque de mise en perspective et le choix, parfois pas toujours adéquat, de la réalisation professionnelle.
Oui, tout à fait dans la Après, rien à ajouter sur ce point. bien, bon, après les candidatures, le dossier, en fait, il nous est demandé aussi de repréciser de manière peut-être encore plus détaillée les différences entre les différentes voies de recrutement. Ah, Voilà, il semblerait que pour un certain nombre d'entre vous, ce soit parfois un peu difficile de faire le départ entre cette voie de recrutement CRSE, nouvelle voie de recrutement, et puis la voie que nous mobilisons usuellement et à laquelle alors. Armelle Dam, comme Cécile Volleray ont déjà fait référence dans les institutions respectives. Alors effectivement, nous avons ce qu'on appelle notre GPS, c'est le premier président qui appelle ça le GPS des voies de recrutement, notamment issu de la réforme de l'ordonnance de juin 2021. Alors, ça a été l'occasion finalement, cette nouvelle voie de recrutement, pour nous de remettre un peu de remettre à jour notre dossier employeur, donc qui a été mis en ligne. Je vous invite à le consulter sur le site de la Cour, le site internet de la Cour. Et dans ce dossier employeur, on distingue bien en fait les deux voies classiques concernant les conseillers référendaires en service extraordinaire. Donc la voie plus classique de CRSE où on recrute en général à un niveau plutôt plus 3, plus 4, plus 5, plutôt plus 4, plus 5 ans. Voilà, c'est à peu près le profil qui est recherché, sans pour autant exclure la possibilité de recruter des profils plus seniors. Et quand je dis plus seniors, sur les CRSE, on accueille même parfois des gens dont c'est à peu près le dernier poste pendant 6 ans. Voilà, c'est pas une exclusion de fait qu'on fait. Simplement, effectivement, sur ces profils-là, c'est des gens qui vont avoir finalement peu ou pas l'envie forcément d'être intégrés au sein de l'institution et de pouvoir dérouler la carrière de référendaire puis conseiller maître. Et donc cette voie de recrutement CRSE de droit commun, j'ai envie de dire, elle se déroule en déposant un CV, un certain nombre de dossiers, un certain nombre d'éléments que sont la lettre de motivation, les fiches de salaire, etc., sur une boîte fonctionnelle à la Cour. Et nous organisons maintenant depuis cette année, avant c'était beaucoup plus au fil de l'eau, maintenant on organise des sessions d'audition qui se tiennent à peu près tous les mois ou tous les 2 mois, en fonction de notre disponibilité à moi-même, au directeur des ressources humaines et à un ou une présidente de chambre, le cas échéant, qui nous accompagne là-dessus, pour pouvoir auditionner les candidats. Et c'est une fois qu'on a passé cette audition d'une demi-heure qu'on décide de poursuivre ou pas avec les candidats. Et si on décide de poursuivre, on oriente vers la chambre, le président de chambre ou la présidente de chambre qui nous semble coller, entre guillemets, au regard à la fois des motivations, du profil, tout en faisant en sorte vraiment que ce sujet conflit d'intérêt que j'ai indiqué tout à l'heure voilà, ne soit pas percuté. Et c'est l'entretien avec le président ou la présidente de chambre qui est décisionnaire et qui permet d'enclencher la phase administrative de détachement. Effectivement, ensuite, les gens peuvent nous rejoindre en général sous 2 à 3 mois. Ça dépend. Parfois, il y a des gens qui nous disent qu'ils préfèrent être dans le vivier et nous rejoindre un peu plus tard dans l'année. En gros, on a 2 grosses arrivées dans l'année. On a le mois de janvier traditionnellement, même 3. Le mois de janvier traditionnellement, le mois de septembre et puis le mois de juin avant l'été. Voilà, qui nous permettent d'engranger nos arrivées de CRSE. Et donc, on a cette nouvelle voie d'accès qui, elle, est donc réservée, vous l'avez compris, on vous l'a indiqué, à des profils donc plus expérimentés que ceux qu'on recrutait au niveau plus 4, plus 5, donc qui sont à école plus 8. Et voilà, qu'on met en œuvre pour la première année. Donc j'ai envie de dire, on va aussi, le jury va aussi se construire un peu sa doctrine, je pense, là-dessus, au-delà des éléments qui figurent dans les textes réglementaires et dans l'arrêté d'août 2023 sur ces candidatures-là. Et ensuite, je ne sais pas si l'objectif était de parler des autres voies de recrutement. Nous avons la possibilité de recruter en pied de corps, j'ai indiqué tout à l'heure, au niveau de auditeur sur emploi. Donc ça, c'est plus 2 minimum. Et donc, c'est vraiment des profils, voilà, plus 2, plus 3 qu'on cherche. Voilà, là, on va lancer la 3e édition cette année et ça confirme quand même ce souhait de recruter vraiment en pied de corps. Et puis, donc, des profils beaucoup plus seniors pour alimenter cette fois la maîtrise, soit directement, donc ça, c'est toujours le tour extérieur du gouvernement, mais qui passe par le même comité d'intégration pour avis, c'est une nouveauté de l'ordonnance de juin 2021,
ou les conseillers maîtres experts, donc procédure qu'on a mis en œuvre pour la première fois cette année et qui nous a permis d'accueillir 3 conseillers maîtres experts qu'on va réitérer l'année prochaine au printemps. Et là, la seniorité est plus forte puisque c'est 20 ans d'expertise qui sont demandés et on recrute également dans des contractuels. J'espère que j'ai rien oublié, Cécile. Non, c'était très clair. Moi, je vais préciser pour le Conseil d'État parce qu'il y a quand même quelques différences. Donc, comme pour la Cour des comptes, nous maintenons cette voie classique de recrutement des maîtres des requêtes en service extraordinaire. On en recrute 6 à 7 par an, donc on n'est pas du tout sur les mêmes volumes que la Cour. Et ce recrutement se fait plutôt au premier trimestre de l'année pour une arrivée au courant mai. Et c'est un recrutement interne au Conseil d'État avec un jury de 3 personnes, un président issu de la section du contentieux, un président ou une présidente issue de la section administrative et un représentant du secrétariat général. En l'occurrence, en ce moment, c'est moi. Donc, ce recrutement, comme l'a dit Armelle, sont des profils un peu moins seniors que ceux qui vont être particulièrement intéressés par la voie action publique, donc plutôt ENA, INSP plus 4 jusqu'à plus 8. Donc vraiment, c'est dans l'interstice entre l'auditorat qui est vraiment à INSP plus 2, plus 4. Ensuite, il y a les MRSE plus 4, plus 8. Et ensuite, il y a les MRSE voie action publique à partir de plus 8. Comme l'a dit Armelle, aussi pour nous, on n'est pas, absolument arrêté sur ces périodes-là. On peut recruter des maîtres des requêtes en service extraordinaire par la voie classique qui sont plus seniors dans les fonctions, mais comme on l'a dit aussi auparavant, pour qu'il y ait une bonne chance d'intégration et qu'on puisse dérouler ensuite une trajectoire de carrière au sein du corps intéressante, c'est plutôt cette période-là qui a été identifiée comme étant intéressante. La durée du détachement dans les deux cas, maître des requêtes en service extraordinaire comme maître des requêtes en service extraordinaire voie action publique, sera pour une durée de 4 ans. Donc c'est réglementaire, donc on n'a pas de marge de manœuvre là-dessus. En revanche, c'est la durée de détachement à partir de laquelle on peut demander l'intégration qui est différente. Pour un maître des requêtes en service extraordinaire classique, c'est au bout de 4 ans. Pour un maître des requêtes en service extraordinaire issu de la voie action publique, ce sera au bout de 18 mois. Donc voilà, c'est la logique un peu plus de fast track. Et dans les deux cas, c'est soumis à l'avis de la commission d'intégration dont Armelle parlait tout à l'heure, qui est propre à la Cour et propre au Conseil d'État. C'est pas la même. Voilà. Je précise également que pour les intégrations annuelles, nous intégrons 2 à 3 MRSE par an, toutes voies confondues, classiques ou voie action publique. Donc, c'est prévu effectivement au moins un par an issu de la voie action publique. Il y avait une question, je voyais, qui était est-ce que c'est juste un ou est-ce que ça peut être 2? Ça peut être effectivement les deux, c'est au moins un. Mais on ne s'interdit pas effectivement d'en avoir 2. Et je précise aussi que pour les fonctions exercées, que ce soit MRSE classique ou voie action publique, les fonctions sont les mêmes. Pardon, mais évidemment, c'est toujours mieux de le redire, que je l'ai dit, la voie de recrutement MRSE, c'est un recrutement interne au conseil. La voie de recrutement pour la voie action publique, vous l'avez compris, c'est piloté par l'INSP. C'est un jury avec des personnalités qualifiées extérieures, un président qui n'est ni issu ou une présidente qui est encore en voie de désignation, mais qui n'est ni issu de la Cour ni du Conseil d'État, et un représentant de la Cour et un représentant du Conseil d'État également dans le jury. Donc voilà, deux procédures différentes pour à la fin exercer les mêmes métiers, avoir aussi des possibilités d'intégration dans les deux cas qui sont différentes et un peu plus rapides pour la voie action publique. Peut-être pour compléter, parce que je comprends peut-être que l'interrogation sur ce GPS des voies de recrutement, CRSE de droit commun et CRSE fast track, si vous candidatez comme CRSE voie d'action publique, mais que vous n'êtes pas retenu par le jury, que ce soit au niveau de l'admissibilité ou de l'admission, bien entendu, vous pouvez tout à fait candidater pour le CRSE de droit commun. D'ailleurs, le dossier de candidature, si vous l'avez téléchargé, vous vous en rendrez compte, indique le nombre de fois où vous avez candidaté comme CRSE ou MRSE d'ailleurs. Ça nous permet aussi, nous, de connaître aussi votre motivation et votre intérêt pour l'institution.
Et bien entendu, ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est que nous, l'intégration, c'est classique, c'est 3 ans au lieu des 4 ans pour MRSE. Et donc là, c'est 18 mois pour les CRSE Fast Track. Je pense que j'ai rien oublié. Non. Non, on a peut-être une petite question qui n'a pas été posée jusque-là et qui est relative au régime indemnitaire et indiciaire. Voilà, dans lequel nous accueillons les futurs, les lauréats de cette procédure. Alors, dans le dossier employeur qu'on vous a mis en ligne, on vous a mis la grille indiciaire des CRSE qui est à l'identique de la grille des conseils référendaires, parce que c'est une des novations des décrets statutaires et indiciaires qui sont sortis en juin 2023. C'est d'avoir fusionné les 2 grilles, en sachant donc qu'on a mené en collaboration avec le Conseil d'État, on a beaucoup sué le premier semestre pour ce travail sur l'échelonnement indiciaire revisité et sur les grilles statutaires qui tirent les conséquences des grilles qui ont été des grilles de novembre 2022 qui ont été publiées pour les administrateurs de l'État. Donc, on vous a mis cette grille dans le dossier employeur déjà pour que vous puissiez voir un peu voilà, où est-ce que vous vous situez par rapport à cette grille, en sachant qu'après, bien entendu, il y aura l'opération de reclassement. On sera en mesure d'ailleurs de produire pour ceux qui le souhaitent, mais alors ce sera plutôt au stade de l'admission pour éviter d'emboliser les services. Voilà, entre l'admissibilité et l'admission, des fiches de simulation financière. J'ajoute que du coup, ce sera plus intéressant de les avoir à ce moment-là également parce qu'on aura finalisé notre réforme indemnitaire qui est en cours de négociation en ce moment avec Matignon, avec la DGAFP, pour tirer à nouveau également les conséquences de la réforme indemnitaire et des changements qui sont intervenus pour l'IFSE et le CIA des administrateurs de l'État avec les textes qui sont sortis pour certains en novembre 2022 et pour l'instruction IFSE, la circulaire, tout récemment en avril 2023. Donc on est un peu à marche forcée là-dessus, mais l'objectif c'est bien qu'on ait finalisé cette réforme indemnitaire pour la fin de l'année. Donc normalement dans le calendrier qui est le nôtre de recrutement, en janvier 2024, ou en tout cas tout début 2024, on pourra vous donner de la visibilité sur les modifications qui sont intervenues et les revalorisations indemnitaires qui sont intervenues. Pour rassurer tout le monde, à ce stade, notamment les conseillers référendaires en service extraordinaire qu'on accueille, de façon assez généreuse à la Cour, on est passé à plus 30 là en net sur l'année 2023, donc ça montre un peu voilà, le poids qu'on attache à pouvoir recruter à l'extérieur ces profils, arrive à la Cour et on fait en sorte en tout cas qu'ils ne perdent pas au niveau du régime qui était le leur, un traitement plus indemnité. Un point important aussi, de la réforme indiciaire, il y a un avantage comparatif de la Cour et du Conseil d'État d'ailleurs aussi, il me semble, qui a été obtenu de haute lutte dans la réforme indiciaire et les décrets de juin 2023, c'est l'avancement accéléré d'échelon, puisqu'on est à 16 mois au lieu de 18 mois traditionnellement pour les administrateurs de l'État du 2e grade. Donc, ces 2 mois d'accélération voilà, sont aussi à mettre à l'actif des institutions que vous rejoignez. Alors, je ne dis pas que ça change complètement la physionomie du monde, mais sur une carrière de CRSE et puis ensuite de conseiller référendaire, voilà, ça peut avoir un impact non négligeable et ça peut être un facteur de décision. Je voudrais aussi ajouter, parce que j'ai oublié tout à l'heure de le dire, l'ordonnance prévoyait un recrutement à +6 pour cette voie d'accès, CRSE et MRSE, voie d'action publique. On a souhaité la porter au moment du décret, la discussion avec la DGAFP sur le décret donc, qui est sorti l'an dernier à +8 parce qu'il nous semblait important de pouvoir recruter des gens qui étaient des candidates et des candidats qui étaient déjà sur des emplois fonctionnels ou qui étaient sous-directorables. J'ai envie de dire si on doit prendre l'équivalence qu'il peut y avoir en administration centrale. Alors que +6, ça nous semblait être la limite un peu basse des choses.
Voilà pourquoi, du coup, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont interrogé en disant je ne comprends pas, il y a deux chiffres qui se baladent, il y a plus 6 ans et plus 8 ans. Donc le bon chiffre, c'est plus 8 ans. Le plus 6, c'est celui de l'ordonnance, mais entre-temps, il y a des décrets qui sont venus tirer les conséquences de cette ordonnance du 2 juin et qui ont porté la limite à 8 ans de service public effectif. Tout à fait. Pour Cécile? prolonger le propos d'Armel Dam, donc je vous confirme que du côté Conseil d'État aussi, vous avez une brochure recruteur qui est en ligne sur notre site où vous trouverez des informations comparables à celles qui ont été précisées. La possibilité aussi de faire des simulations financières une fois que vous êtes admissible. Je précise aussi que, notre nouvelle grille indiciaire, comme celle de la Cour, elle a été alignée sur celle des administrateurs de l'État, donc ce qui vous permet d'être classé immédiatement à l'échelon similaire ou immédiatement supérieur. On a aussi veillé à ce que les espacements indiciaires soient très larges pour pouvoir accueillir vraiment à des stades y compris importants de la carrière, donc qui en aucun cas, comme le disait Armeldam, vous n'y perdiez. Et puis, il y a une partie au Conseil d'État de primes qui est importante, des primes au rendement sur la performance et donc qui participe aussi à l'attractivité des fonctions. Un autre aussi intérêt du statut de membre du Conseil d'État, si vous êtes intégré, c'est le passage au moment où vous passez Conseil d'État au troisième grade, un troisième grade qui est vraiment systématique pour tous les conseillers d'État et qui permet de continuer à dérouler une carrière intéressante sur le plan du recrutement. Voilà sur ces aspects. On a exactement la même chose côté cours s'agissant de l'automaticité au troisième grade. Et ça, c'est aussi un point important, je pense, à retenir par rapport à la réforme qui est intervenue pour les administrateurs de l'État, où le troisième grade est beaucoup plus contingenté. Que ce soit à la Cour ou au Conseil d'État, il y a une automaticité du troisième grade, puisque au bout de 12 ans, la 13e année, vous passez automatiquement conseiller maître ou maître des requêtes. Donc, c'est un avantage également important à prendre en compte dans vos critères de choix. J'avais vu passer une question sur la formation initiale, mais je ne sais pas si peut-être on peut y répondre parce que c'est évidemment logiquement peut-être un sujet d'inquiétude quand on arrive pour apprendre des métiers, tous les deux des métiers techniques. Peut-être, Amel, peut-être si tu veux préciser un petit peu cette formation initiale, comme à la Cour, nous avons des cycles de formation alors plus fréquents parce qu'on a des arrivées plus... on a ce cycle de formation initiale, prise de fonction à la section du contentieux 3 à 4 fois par an. Et c'est peut-être intéressant d'avoir quelques explications de comment ça se passe et le mentor peut-être qui t'est donné au début. C'est une formation qui a lieu en fait vraiment dans les toutes premières semaines et ce qui est très très bien c'est qu'en fait on s'empare des dossiers qu'on a traités en même temps qu'on fait cette formation. C'est une formation qui est assurée pour partie en grande partie d'ailleurs par des membres du Conseil d'État, donc ça permet vraiment de s'initier aux matières les plus importantes et puis de bien prendre en main les tâches qui nous sont confiées. Et puis c'est des formations qui sont assez participatives. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que en fait, on arrivait en formation chacun avec un parcours différent, avec un vécu différent de l'administration du droit et les questions des uns et des autres, ça permet vraiment d'enrichir la réflexion et puis de commencer au bout de quelques semaines avec un socle qui est déjà un peu solide. Et le mentorat, comme je le disais, c'est vraiment quelque chose de très formateur, de très sécurisant, de très agréable. Ça permet d'avoir un premier retour sur les notes qu'on rend, de décrypter un certain nombre de questions. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est presque un luxe, en fait, en arrivant au Conseil d'État. Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question. Je crois qu'il y avait une question, me disait Sophie, sur la possibilité de candidater lorsqu'on est déjà au troisième grade d'une part, et d'autre part, surtout sur les dossiers. C'est-à-dire que comme c'est la première épreuve, certains souhaitent effectivement savoir si nous mettrons à disposition des exemples de dossiers. Alors, on n'a pas d'antériorité, c'est la première année qu'on le met en œuvre, donc ça va être compliqué de mettre en place des annales, et puis surtout, on va peut-être laisser le jury qui va être, dont la constitution là, va être imminente, en tout cas,
la finalisation de la Constitution va être imminente, pour un peu se donner sa doctrine là-dessus. En tout cas, voilà, l'orientation, je pense qu'on souhaite en commun, aussi bien pour le vice-président du Conseil d'État que le premier président, c'est d'avoir des dossiers qui soient vraiment des dossiers de mise en situation, pas, voilà, des dossiers qui permettent de faire appel aux qualités un peu de raisonnement, de rédaction un peu classique, hein. Voilà, c'est l'objectif, c'est pas du tout de vous piéger, c'est simplement de pouvoir déterminer un peu en amont, au-delà de la demi-heure ou des 45 minutes, je ne sais pas quelle sera la durée qui sera finalement retenue par le jury pour l'entretien de personnalité, déterminer justement votre capacité de raisonnement, votre capacité à pouvoir rédiger, parce que bon, on va quand même pas se mentir, on est quand même dans un métier de production de rapports, hein, c'est un peu notre marque de fabrique, et encore plus avec le 100% publication depuis le 1er janvier 2023 qui, voilà, qui nous oblige pour le coup et qui fait en sorte qu'on doit être quand même, voilà, avoir une petite fibre rédactionnelle là-dessus, même si bien entendu il y a le contre-rapporteur qui va exercer son contrôle qualité et ensuite la collégialité au moment du délibéré. Il faut quand même, voilà, faut quand même aimer rédiger. Est-ce qu'on est toujours en ligne? Et je précise que cette phase de rédaction, ce n'est pas une phase d'admissibilité, c'est joint au dossier à votre dossier de candidature. C'est important, il y a pas de, il y a pas, il y a pas, c'est pas une épreuve comme un concours classique. Ça nourrit votre dossier. Ça va pas vous donner des points, ça va pas vous donner des points pour après passer à l'oral. Simplement, ça fait partie du faisceau d'indices pour le jury pour lui permettre de, voilà, de se faire une idée sur la candidate ou le candidat qu'ils ont en face d'eux. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on a répondu à l'essentiel, sinon. Bon, bah, écoutez, il me reste à vous remercier, l'ensemble des participants à ce webinaire, aussi bien ici à la Cour des comptes Salmolien qu'au Conseil d'État, et à vous indiquer, bien entendu, que le replay de ce webinaire sera mis en ligne, comme on le fait maintenant, à la fois sur les 3 sites, celui de l'INSP, bien entendu, et puis le site de la Cour et celui du Conseil d'État. J'ajoute qu'on a préparé, en ce qui nous concerne, un petit PPT, parce qu'il nous a semblé que c'était quand même plus simple d'avoir un petit PowerPoint, donc on le mettra également en ligne. Voilà, ça rappelle simplement voilà, les modalités de candidature et puis un peu les éléments un peu métiers de la Cour. Vous aurez des informations similaires dans notre brochure employeur sur le site. Voilà. Très bonne journée et puis très bon appétit à ceux qui n'ont et à celles qui n'ont pas encore déjeuné. Merci. Au revoir. Pour votre intérêt. À bientôt. Merci. Au revoir.